Salut à toutes et à tous, c'est pour la masterclass sur Kai'Sa. Je refais l'enregistrement étant donné que j'avais un problème d'enregistrement de mon son lors de la masterclass en direct. Du coup, il n'y aura pas de personne de guest avec moi, comme d'habitude, d'élèves. Je fais ça de mon côté. Du coup, je vais essayer de faire ça un peu plus rapide, histoire que ce soit un peu plus clair. Je vais aussi parler vite fait des questions qui m'avaient été posées lors de la masterclass. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, quelle est l'identité de Kai'Sa? Kai'Sa est un hyper carry late game, c'est un champion ultra polyvalent avec différents playstyles et différents builds en fonction de ses playstyles. C'est un low range ADC avec beaucoup de mobilité. Bien sûr, dans la voie AP, ça devient plutôt un mage avec étant le champion avec le plus de range du jeu, mais dans un cadre, on va dire, AD classique, ce qui est généralement le plus souvent méta, c'est un ADC avec peu de range mais beaucoup de mobilité. C'est un champion qui est extrêmement power spike dépendant. On pense à ses upgrades qui ont besoin de stats pour atteindre certains thresholds. Et c'est un champion extrêmement playmaker. Du coup, quelles sont les forces et faiblesses de Kai'Sa en early game? Kai'Sa a un excellent DPS en early game grâce à l'étal tempo. Elle a un très bon burst si vous jouez Love Blade. Le Q est un finisher de CS qui permet de farmer de manière relativement safe et de ne pas louper de CS si vous êtes pressure ce tour, ou tout simplement aussi ça permet de push un peu plus rapidement les waves, étant donné qu'on peut utiliser le Q finisher pour justement gagner des dégâts sur la wave et du coup avoir le push dès l'early game. Kai'Sa est un champion très menaçant à partir du niveau 6, parce que ça permet d'all-in, de pouvoir se repositionner, aller chercher des Q isolés même s'il y a des CS. Donc voilà. Et elle a un très bon DPS sur objectif. Dès l'early game, elle a un très très bon DPS sous le dragon, notamment grâce à son passif. On va voir deux exemples où Kai'Sa a justement les forces qui va mettre en avant les forces de Kai'Sa early game. Alors là, on peut voir qu'on abuse du lethal tempo pour aller chercher un long trade. On sait qu'il y a peu de DPS. On va juste chercher les punitions, essayer de garder le lethal tempo, attendre le CD du pike, et là on peut all-in. Et voilà, un quick et easy kill. Et là, un autre exemple, ce coup-ci avec Hell of Blade. Là, dans cette situation, j'ai demandé à ce que mon Panthéon m'aide à crash, mais il est parti aider là en jungle. Du coup, j'ai quand même grid pour essayer d'aller chercher le crash. Et au final, Lux fait un flash-in, cible isolée, et on voit que j'arrive complètement à la 100-0 dès le niveau 2, grâce au poke PTA, grâce au poke Hell of Blade, le Q-spell isolé, LW. Donc si vous pouvez vous isoler, vous avez énormément de burst, et du coup, c'est un très bon follow-up. Ensuite, désolé, je dois repasser en mode diaporama vu que ça bug dès qu'on met en plein écran. Ensuite, quelles sont les faiblesses de Kai'Sa early game? Kai'Sa est low range et n'a pas de mobilité en début de partie. C'est l'upgrade du E et son ultimate qui va lui donner sa mobilité, mais avant ça, Kai'Sa n'a vraiment pas de mobilité. Elle est très vulnérable de ce fait aux slow qui vont l'empêcher de trade back. En plus de ça, vu qu'elle a peu de range et pas de mobilité, du coup ça va être compliqué de pouvoir trade back. Elle n'a pas réellement de match-up positif, dans le sens où les champions qu'elle va affronter auront soit du CC, soit plus de range, soit des slow. Et du coup, même si vous avez énormément de dégâts, c'est très compliqué d'aller chercher à mettre ses dégâts. Ce qui fait que Kai'Sa est un support enfin un ADC avec hyper support dépendant, c'est-à-dire que son support doit lui créer de l'espace, doit pouvoir mettre des CC, doit l'enable à ce qu'elle puisse mettre ses dégâts, ce qui est un peu dérangeant en solo queue, mais qu'on peut passer outre le fait étant donné que vous êtes un hyper carry late game. Donc voilà, un exemple, par exemple, si votre support ne joue pas trop, si vous avez peu de pressure, pas de match-up support, bah en fait, là je joue contre Vayne, désolé pour la qualité, je vais juste changer ça. On va repartir depuis le début. Là, c'est un peu mieux. De toute façon, c'est en foyer, du coup, on va pas grand chose. Mais en gros, normalement, on est censé avoir le push. On est contre une Vayne. Il y a peu. Je suis sensiblement allé chercher facilement le push. Mais étant donné que Morgana n'a pas de potentiel réelle punition contre une Vayne, ce qui fait que je suis obligé de concéder la prio de lane.
et que je ne peux pas réellement jouer cette lane et qu'au final je suis en permanence sous pression. S'il se passe quelque chose dans la river, je ne peux pas le contrôler et du coup Vayne a en permanence l'avantage et la prio sur moi. Malgré le fait que je peux avoir le push techniquement. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai fait cette masterclass aussitôt, c'était pour parler du build actuel de Kai'Sa, le build de semi-létalité into AP, qui est nul. Honnêtement, c'est le disclaimer anti-shield build. C'est, le build n'a pas vraiment de sens. Il a pas, enfin, dès l'early game, comme je disais, vous avez déjà beaucoup de dégâts de base. Le problème, c'est de pouvoir les placer. Or, est-ce qu'il facilite à placer les dégâts avec Kai'Sa si vous jouez contre des bons joueurs? Non. Vous allez toujours pas pouvoir placer vos dégâts. Donc, au final, vous investissez des ressources dans un domaine où vous avez déjà l'avantage. C'est juste que vous ne pouvez toujours pas placer vos dégâts. Le build vous perdez totalement l'intérêt de Kai'Sa qui est son scaling. Ok, ça accélère votre passe. Vous avez le upgrade de Q et ça accélère votre passe vers la Donna Shore étant donné et votre build AP étant donné que le build est pas cher. Mais en fait, vous investissez beaucoup en early game pour n'être qu'un bot après Q. Vous n'allez pas avoir d'attack speed, vous n'allez pas avoir de damage, vous pouvez juste press Q et après votre fight est fini, vous pouvez juste reculer, à la limite un proc of Blade. Vous achetez de la létalité pour après uniquement jouer sur votre W, donc vous perdez des dégâts aussi de ce côté-là. Enfin, vous investissez des ressources dans des stats qui ne vous servent à rien. C'est avant 3 items, vous êtes vraiment un bot après Q. Et au final, vu que vous avez que très peu, vous n'avez pas d'attaque speed, vous avez juste l'augmente du Q qui vous permet d'être fort. Ce qui fait qu'en skirmish, notamment au premier, deuxième Drake, vous n'allez pas avoir assez d'impact étant donné que vous allez à la limite pour burst une target et c'est tout. Et vous sacrifiez le scaling, votre scaling pour avoir une légère meilleure phase de lane, mais il se fait très vite outscale par un build Kai'Sa classique. Par exemple, si vous allez statique en first item ou Kraken, vous serez beaucoup plus impactant qu'avec juste l'upgrade de Q via les 2 items létalité. Et en plus de ça, c'est un build qui se fait outscale par les ADC critiques. Je vais vous montrer un exemple de l'inutilité du build parce qu'actuellement en pro play, le build a été joué une dizaine de fois. Il n'y a qu'une victoire du build et c'était Damwon contre Gigabytes Marine. Donc une des équipes les plus faibles au world contre quand même une seed 4 LCK qui est presque sortie des phases de pool de leur côté. Donc l'exemple de pourquoi le build est mauvais. On voit la Kai'Sa est très bien dans sa game, elle a un item d'avance et pourtant là elle a mis un W, 2 auto-attaques, là un autre auto-attaque, un Q-spell. On peut dire que là il y a des dégâts, mais en fait comparé à les dégâts qu'a fait Hansama alors qu'il a un item et demi de moins, il arrive même pas à aller chercher un kill, c'est ridicule en fait. Il y a trop peu d'impact comme on peut voir ici. Même à 3 items au final vous faites moins de dégâts qu'un build classique AP on va dire. Je vais reshift sur le mode. Voilà. Beaucoup trop d'impact. Beaucoup trop peu d'impact. Ensuite, du coup, comment build Kai'Sa? Avant de parler des builds Kai'Sa, je vais juste parler des stats sur le W et le passif pour qu'on comprenne bien comment fonctionne les sorts, les ratios, et pour avoir une idée de comment le build. Alors, le W de Kai'Sa, comme on peut voir, a 130% de ratio AD. Donc l'AD a énormément value, même si vous voulez faire un build AP. Le ratio AP, en l'occurrence, le ratio AP est plutôt faible. Donc, l'AP pur sur Kai'Sa est mieux sur un build on-hit, où vous allez proc plus souvent votre passif, que sur un build poke. Sur un build poke, vous allez préférer avoir de l'AD, et pour avoir votre AP, aller chercher la pénétration magique pour justement value les dégâts que vous avez sur le ratio AD. Et on reparlera justement des builds plus tard et de comment utiliser ça à notre avantage. Or, en plus des 45% de dégâts magiques, il faut penser aux dégâts du plasma stack. Il faut savoir que ça va considérer qu'une seule fois les dégâts de plasma sur le W. Non, ça va pas considérer 3 procs, ça va pas faire un 45% de ratio AP ici, ça va seulement être un plus 15%. Et pour comment fonctionne le passif ici, c'est
par exemple, si la cible que vous avez touchée, par exemple, si c'est votre deuxième W, vous allez pouvoir rajouter euh, du coup 2,5 fois 3, parce que c'est le nombre de stacks qu'elle avait. Mais si c'est par exemple la première fois que vous touchez, ce ratio-là n'existe pas. Donc globalement, au plus, vous avez un ratio de 70% AP au grand maximum. Et après, il y a un autre ratio AP sur les pourcentages en missing else. Mais donc, avoir de l'AP, avoir de l'AD, par exemple, une Manamune aura plus de value pour avoir énormément de dégâts là-dessus, pour augmenter les dégâts, vu que c'est un pourcentage de HP manquant, qui auront plus d'impact que juste de l'AP ou enfin, avoir beaucoup d'AP va augmenter les dégâts des missing else. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir de l'AP éventuellement si vous jouez Onit, plutôt que de jouer euh, full AP avec quand vous la jouez poke. Voilà. C'est dans l'idée, c'est pour ça que build full AP est pas si rentable si vous voulez jouer full poke avec Kai'Sa maintenant, vu qu'ils ont trop nerf le ratio AP sur le W. Euh, et voilà. Ensuite, du coup, on va parler justement des différents builds. Alors, on va parler du build AD, on va dire classique. Euh, alors, Navori était bien avec l'ancienne itération du Kraken, c'est-à-dire avant les changements d'item ADC, où en gros, quand vous aviez Kraken plus Navori, vous aviez quand même l'upgrade du E grâce au passif du Kraken. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, en fait, vous faites Kraken, Navori, et après, vous êtes obligé de faire un item attack speed, alors que c'est un timing que vous aimeriez faire de l'AD pour avoir augmenté les dégâts du Q-Spell. Or, vous êtes obligé de faire de l'attack speed pour avoir l'upgrade du E, ce qui fait que vous allez perdre vraiment beaucoup en spike. Et en gros, c'est un item, vous avez un Avori qui va vous donner un énorme spike, mais qui va commencer à down spike à partir du deuxième item, parce que vous êtes obligé d'aller chercher de l'attack speed. Vous allez, du coup, vu que vous êtes obligé d'aller chercher de l'attack speed, vous n'allez pas avoir de pénétration d'armure sur le timing où généralement en tant qu'ADC on veut aller chercher de la pénétration d'armure, c'est-à-dire qu'on arrive autour de notre troisième item parce que soit en face ça commence à build de l'armor, soit parce que les levels dans la game sont assez élevés pour que l'armor de base, enfin juste l'armor de base, soit value pour un Dominique. C'est pour ça que actuellement c'est mieux de faire Kraken Ginzu. euh, qui sera beaucoup plus constant. Surtout que dès que vous avez les deux sous-items de la Ginsu, c'est-à-dire que la pioche et l'arc, enfin et le couteau enragé et les bottes, vous avez l'upgrade du Q et l'upgrade de E avant même d'avoir enfin, deux items complets, ce qui est plutôt fort. Pour le coup, ça accélère assez bien la game. Euh, vous êtes le meilleur DPS de tank avec ce build là maintenant. Et j'ai mis la page de rune à côté qui correspond généralement. Lethal Tempo, Presence of Mind. Ah oui, et j'ai oublié de préciser un truc. Pourquoi Ginzu est mieux que Navori actuellement? L'avantage de Navori, c'est que ça permettait d'avoir souvent son E et de se repositionner très souvent. Ginzu, c'est comme avoir pas loin d'avoir Navori, vu que vous allez avoir plus d'attack speed et le cooldown du E refresh avec les auto-attaques placées. Et le double hit de Ginsu va réduire de 2 secondes le CD du E. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir autant de E que si vous jouez Navori. Et je ne rigole même pas, c'est vraiment le cas. Je conseille avec ce build là de jouer Ultimate Hunter parce que vous n'êtes pas un champion sans votre ultimate avec ce build là. Et voilà un clip pour illustrer le build en action. On va mettre en plein écran. Là, on voit que Zach se fait exploser. Il n'a pas pu jouer au jeu. Même Kassadin ne peut pas tanker les dégâts. Euh, et là, on va pouvoir clean up le fight assez facilement derrière. On a juste été patient, attendre les CD, qu'on puisse avancer, les enfermer. Et là, on prend un kill facile. Et là, derrière, on a un baron très gratuit. Surtout qu'avec ce build là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité sur les prises objectifs, prises de baron. Euh, un très bon build. Surtout qu'aussi, vu que vous avez Ginsu, juste avec Zonia, vous avez l'upgrade de W qui peut être une bonne option en late game, plus constant que par exemple un GA, vu que c'est vous qui décidez quand vous l'utilisez. Et donc voilà. Euh,
Ensuite, le build hybride, qui est très similaire, et c'est pour une des raisons pour lesquelles je préfère avoir Ginzu 2 plutôt qu'un Avori, c'est que ça va vraiment faciliter à avoir un build beaucoup plus flexible, et par exemple qui permet de s'adapter dans d'autres situations. J'ai mis les runes Hell of Blade parce que ce build-là peut aussi se jouer Hell of Blade, ça va surtout dépendre de votre match-up en lane si vous décidez de partir Lethal Tempo ou Hell of Blade, mais si vous avez les mêmes runes que le build d'avant, donc juste si vous avez ces runes-là, avec ce build-là, c'est tout à fait possible. Ça marche très très bien aussi. Euh, la différence, c'est qu'on va pouvoir être un peu plus polyvalent de ce qu'on va faire. C'est généralement bien s'il y a beaucoup d'armor ou s'il y a des cibles qui sont invisibles et que ça peut être intéressant à révéler. On peut penser à des Akali. Là, dans cette game-là, il y a une Vayne. Euh, donc voilà. Un exemple aussi du build en action, du coup. Désolé, c'est du mal à charger. Pour même le plein écran, je vais devoir laisser comme ça, je pense. Euh, Ouais, non, celle-là, ça va être trop petit. Là, c'est bon. Juste ma connexion a du mal à faire tourner la vidéo, je suis désolé. On voit que l'on arrive à catch très facilement la Vayne. Je vais chercher un peu du poke derrière, essayer de m'avoir plusieurs si pour pouvoir chercher un ultimate par la suite. C'est un train. Bon, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, on a pris des catchs, et après, on va pouvoir clean up petit à petit. Mais on voit le burst grâce au Hell of Blade. C'est pour ça que ce build-là peut être aussi joué Hell of Blade. C'est vous mettez 3 auto-attaques, vous avez un proc Kraken, et ensuite vous pouvez mettre un W et tuer. Là, j'avais le W en cooldown, mais dans l'idée, vous pouvez très facilement assassiner de cette manière-là. On le voit actuellement, on le voit jouer en pro play avec un Stormrazor. Pourquoi je conseille plutôt Kraken à la place de Stormrazor? Stormrazor est bien pour la mobilité, mais c'est tout ce qui le build, enfin tout ce que le Stormrazor apporte. Kraken, et en plus de ça, le Stormrazor a uniquement des ratios AD et un faible ratio AD. Pour un build où après vous allez faire quasiment que de l'AP. Là où le Kraken a un excellent ratio AP, ce qui permet de continuer à avoir beaucoup de DPS, d'être intankable, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de pénétration AD ou AP sur le build, étant donné qu'on va vraiment faire des dégâts hybrides, donc qui deviennent très difficiles à tanker. Le Kraken va aider, les procs de Kraken vont aider à faire des gros procs de passifs par la suite, c'est pour ça qu'il y a un Rabadon dans le build, pour value justement les dégâts passifs comme on a pu le voir, sauf que le Rabadon va donner énormément de dégâts sur le Kraken, ce qui fait qu'on va avoir un core build très très fort en very late game. Le problème du build, c'est qu'il est assez cher et met du temps à scale. Toujours avec Speed Lab, vu que vous n'avez pas de CDR, on préfère Ultimate Hunter, vu que c'est un build où on va quand même vouloir mettre pas mal d'auto-attaque. On n'a pas peu de régénération de mana, donc on peut pas jouer uniquement sur le W, et en plus de ça, on a peu de CDR, ce qui fait que ça va être compliqué d'aller chercher juste des pokes au W en boucle. Ensuite, pour finir, je vais toujours refaire ça, parce qu'autrement ça fait bugger mon diaporama, le fait d'avoir mis en plein écran. Pour finir, un build AP classique, on va dire c'est la variante du build actuellement létalité. Le statique toujours. Pourquoi le statique? Parce que ça vous permet d'avoir un meilleur threshold de stats pour vos upgrades. C'est l'item qui donne le plus AD et d'attaque speed. Et en plus de ça, c'est toujours ok sur Kai'Sa dans le sens où dès que vous avez l'upgrade de Q, une auto-attaque avec le proc statique plus un Q-spell dans la wave va permettre d'OS la wave, donc gagner beaucoup de tempo, de jouer un peu plus safe, d'avoir récupéré un peu plus de fa et d'accélérer vos spikes 3 items. C'est un build qui est très très fort, un excellent scaling, vu qu'il y a de la pénétration. Juste le truc qui va varier, c'est le dernier item. C'est soit vous faites Void Staff s'il y a beaucoup d'MR, soit si vous avez s'il n'y a pas beaucoup d'MR, de faire un flamand pour vraiment burst. Vu que vous avez pas mal de CDR dans ce build là, je conseille plutôt d'aller sur un Treasure Hunter pour vraiment essayer d'accélérer le 3 item spike qui est le moment où vous allez vraiment dominer la game. Et surtout vu que vous avez les CDR, vous n'avez pas tant besoin d'ulti, vous allez plus jouer à distance.
moins besoin de mettre d'auto-attaque et de s'exposer. Du coup, l'ulti a moins de value. Et Magical Footwear pour toujours accélérer le plus rapidement le spike possible. Les bots, vous les améliorez uniquement en troisième item. Vraiment, vous voulez vraiment aller chercher vos 3 items le plus rapidement possible. Et une fois que les 3 items sont finis, faire les bots. Ce build-là a une upgrade de E uniquement niveau 14. Donc si vous avez beaucoup de gold et peu d'XP, ce qui peut être intéressant, c'est juste acheter une dague en plus qui va être revendue, juste pour avoir une upgrade de E temporaire. Enfin, aller chercher votre upgrade de E. Dès que vous êtes niveau 14, vous pouvez la revendre. Donc c'est pas si grave, c'est vous perdez 60 gold pour avoir une upgrade de E, par exemple 2 niveaux plus tôt si vous êtes très très riche dans la game. Euh, donc voilà. Et voici un peu le build en action. C'est intankable. Si vous êtes un squishy, là on voit que Syndra se prend un midlife, elle se fait atomiser. C'est grâce au proc aussi Manamune sur les proc W qui font énormément de dégâts. Même la Camille qui est plus tanky, je la tue en 2W. Le Jax, on voit qu'il explose en W proc passif. Le build en late game a des dégâts aberrants, ce n'est pas normal. Vous ne ferez jamais avec le létalité actuellement, là où on fait Draktar, enfin Glaive-Dombe, Draktar, vous aurez jamais ces dégâts-là. Les dégâts seront jamais aussi violents que ce qui vient d'être montré ici, je vous l'assure. Maintenant qu'on a parlé des différents builds, désolé, encore le problème du plein écran, diaporama. Maintenant qu'on a parlé des différents builds, comment choisir son build? Alors là, je vous invite à mettre pause la vidéo. Là, il y a différentes compositions contre lesquelles j'ai affronté. Euh, Comment vous seriez itemisé dans ces différentes situations? Quel build vous auriez sélectionné des différents builds qu'on a vus au-dessus? Je vous laisse mettre pause, répondre, réfléchir un peu de votre côté si vous voulez faire le test, voir si vous auriez eu raison. Et juste après, on va montrer la solution. Donc je laisse encore quelques secondes pour mettre pause et pour que vous puissiez réfléchir un peu si vous voulez faire ça rapidement. Et ensuite, on va y aller. Alors, voici les résultats. Build 1, je vais expliquer aussi vite fait le raisonnement. Sejuani me permet de free stack un lethal tempo, me permet de free DPS. Briar, c'est le même scénario, c'est un mêlée. Je peux free stack lethal tempo, free DPS. C'est un champion qui va build beaucoup d'HP, pas beaucoup de résistance. Du coup, la BTK a énormément de value. Yasuo est mêlée, Samira est low range, Braum est low range, donc j'aurai sensiblement beaucoup de facilité à mettre des auto-attaques. Le build AP là n'est vraiment pas une option parce que le build AP est faible contre les tanks et là ils ont Sejuani, il y a le wall de Yasuo, le W de Samira, le wall de Braum, donc trop compliqué, ça n'allait pas être une option viable quoi qu'il arrive. Game 2, j'ai opté pour un build hybride tout simplement juste pour avoir un comment? Un Zonia qui a beaucoup de value, que ce soit contre Seth, que ce soit contre Xayah ou Z. euh, et que le build, enfin Xayah est très sensible au build AP vu qu'elle a pas de range et du coup elle peut très facilement se faire sortir. Là, la seule erreur, honnêtement, c'est que dans ce match-up là, par exemple, j'aurais pas dû prendre Lethal Tempo, j'aurais dû jouer la variante Hell of Blade qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, en 3, là contre Malphite par exemple, je ne peux pas auto-attaque un Malphite, c'est impossible. Je vais juste me faire presser avant d'arriver en range. Talon, je ne peux pas l'auto-attaque non plus. Vex, c'est très compliqué parce qu'elle a son Fear qui a enfin, avec son Z qui est quasiment la range d'auto-attaque de Kai'Sa. Contre Ezreal, le build AD et contre Bard aussi, mais en fait, peu importe ce contre quoi je vais, Ezreal est le seul match-up positif de Kai'Sa, étant donné que je peux push la wave et du coup il ne peut pas me poke avec son Q-spell. Et Park d'ailleurs un champion assez weak en lane, du coup je peux me permettre de partir sur le build AP. Et du coup, juste la présence de Malphite qui fait qu'il va avoir énormément d'armure de base et talons font que le build AP, quoi qu'il arrive, est beaucoup plus intéressant. Les 4 champions hors Malphite ne peuvent pas tanker le build AP. Donc voilà. Pour la game 4, ils sont tous squishy, ce qui fait que le build AP les rend intankables, ils ne peuvent pas me reach. Là, je suis dans un scénario, ils ne peuvent pas m'engage, ils ne peuvent pas me reach. Si je vais sur un build qui est un peu plus low range, par exemple un build AD, même si par exemple on dit on fait un build Navori, c'est pour ça que j'aime pas Navori. Là, l'autre build qui serait bien,
ce serait un build Navori. Mais si je go un build Navori dans cette situation, bah, pour mettre mon Q-spell, pour faire mes dégâts, je vais m'approcher d'un Veigar qui pourrait me presser, je pourrais m'approcher d'un burst de Elise, je pourrais m'approcher d'un burst de Jace, ce qu'on ne veut pas se retrouver dans comme situation, surtout qu'on peut prendre un build AP et juste être intouchable euh, et ingérable en late game. En late game, ils auraient eu zéro counterplay contre moi, la game c'est fini au moment où j'avais mes 3 items, donc voilà. Ensuite, Game 5, là par exemple, comme j'en parlais, là c'est juste un twist. AP aurait pu être très bien, mais la raison pour laquelle je go pas AP, c'est il y a un Braum, et du coup il va vraiment limiter mon impact, et on risque de manquer de DPS pour tomber Ekarim, parce que c'est un champion avec beaucoup de sustain, et du coup on aurait vraiment eu beaucoup de mal à tomber Ekarim. J'ai préféré du coup partir sur un build hybride qui me permettait de le tomber. Euh, et dans ces scénarios-là, contre Braum, je préfère jouer Lethal Tempo pour facilement abuser la lane. Donc voilà. Le build hybride est bien aussi pour avoir le W assez fréquemment pour garder Akali en visu même si elle utilise sa smoke, ce qui est un excellent counter d'Akali. Et pour finir, un build, enfin un autre build hybride, étant donné que j'ai des free DPS, je veux révéler Vayne parce que c'est elle la grosse menace en teamfight. Juste dans cette game là, j'ai dit que je jouais un build hybride, je partais sur BOTK étant donné qu'il faisait beaucoup d'MR parce que bah, on avait une compo full AP. Je devais juste adapter mon build. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un build qui est flexible. Là, on jouait qu'il y avait beaucoup trop d'MR. Je me suis dit, je vais partir sur une BOTK pour pouvoir quand même tomber la front lane. Alors, maintenant, on va parler des différentes forces de Kai'Sa en mid et late game en fonction des builds. Alors, Kai'Sa AP outrange 100% des champions du jeu, sans exception. Même Xerath a moins de range sur son Q-spell que vous avez de range sur votre W par exemple. Euh, c'est un champion qui est du coup excellent pour siège, excellent pour poke. Il ne peut pas se faire engage quand vous jouez avec votre range. Surtout que généralement vous avez un ultimate en plus de ça, votre upgrade de E, c'est impossible de se faire engage vu que vous jouez de trop loin. Et vous avez trop d'outils défensifs. Il a toujours une bonne prise d'objectif grâce au poke passif. Euh, avec le E aussi, vous avez quand même assez d'attaque suite pour facilement prendre les objectifs neutres. Euh, c'est un build qui est très fort pour contester une position. C'est-à-dire que si les ennemis sont déjà ont déjà commencé le baron ou préparent un baron, vous pouvez très facilement les repousser grâce à votre poke. Comme on l'a vu, on peut très facilement tuer des gens en 2W, en very late game. En mid game, vous allez juste les mettre très très low, mais entre guillemets, ils seront obligés de concéder la position. Ce qui va permettre, par exemple, à votre team de s'avancer pour aller contester l'objectif. C'est un champion qui est très fort pour catch. Sur un hook, par exemple, un Poké Love Blade, un W, un Q-Spell, vous one-shottez facilement. Euh, c'est un excellent follow-up, que ce soit avec juste, il y a un hook qui part, par exemple, un CC, vous mettez un W, vous avez quasiment one-shot une cible. Un excellent burst de la même manière, comme je l'ai dit plus tôt. Kai'Sa a des excellents teamfights, un des meilleurs teamfighters du jeu grâce à sa mobilité, son DPS, détruit n'importe quel tank. C'est le meilleur tank shredder du jeu actuellement. Depuis le nerf de Vayne sur les dégâts bruts et que maintenant on doit opter pour des options beaucoup plus axées sur le Q-spell. Vayne a perdu cet aspect tank killer qu'elle avait avant, et maintenant Kai'Sa a repris le flambeau. C'est vraiment le meilleur tank killer du jeu actuellement, Kai'Sa AD. Vous allez avoir beaucoup trop de dégâts, beaucoup trop DPS, même s'ils font beaucoup d'armor, ils vont quand même se prendre des 15% d'HP manquants avec le passif en dégâts magiques, donc vous devenez intankable. Euh, vous avez une énorme mobilité grâce au refresh de E et la Ginsu qui va permettre de refresh le E. C'est très difficile de vous faire engage grâce à votre mobilité, l'ultimate. Toujours l'option de faire un Zonia s'il y a vraiment nécessité, même dans le build AD. C'est une excellente prise d'objectif. Vous êtes un des champions avec le plus gros DPS. Il y a seulement Xayah qui a un meilleur DPS que vous sur un objectif, sur Baron par exemple. Euh, vous avez un excellent burst et DPS, comme toutes les versions de Kai'Sa honnêtement. Elle est très forte pour catch. C'est très facile de même jouer l'assassin, c'est-à-dire que jouer avec la vision, essayer de catch l'ADC en face
out of position. En campant dans un buisson, c'est très facile à faire. Vous avez énormément de DPS et de burst. Et c'est un excellent follow-up grâce à l'ultimate. Voilà. Ensuite, Kai'Sa hybride. Outrange toujours 100% des champions du jeu. Elle est bonne pour siège, bonne pour poke, mais c'est pas ses premiers tools, vu que vous allez manquer de CDR et vous allez manquer de mana pour pouvoir être constant là-dessus, mais ça reste toujours une bonne option. Comme toutes les itérations de Cassia, c'est impossible de se faire engage, honnêtement. À part que si vous faites vraiment n'importe quoi, normalement c'est impossible de se faire catch avec Kai'Sa en mid-late game. Bonne prise d'objectif grâce à son build, beaucoup d'attack speed et beaucoup de DPS dessus. Peut éventuellement contester la position, toujours grâce à son poke. Force pour catch, excellent follow-up, bon DPS, excellent burst, beaucoup de mobilité. Alors, de ce point de vue-là, on dirait qu'il faudrait partir tout le temps Kai'Sa hybride, il y a beaucoup plus d'options, mais là on va voir les différentes faiblesses des builds. Kai'Sa AP, c'est faible contre les tanks. Vous aurez beaucoup de mal à tomber les tanks, et les tanks vont juste se mettre devant pour bloquer vos W face aux targets squishés que vous voudriez atteindre. Donc ce qui rend très difficile. C'est un build qui est quand même relativement faible avant 3 items. Ce n'est pas injouable, vous aurez quand même un upgrade de Q, vous allez quand même avoir le push, vous allez quand même avoir un relativement meilleur follow-up que la plupart des ADC. Donc ça reste ok. C'est En solo queue, le problème qu'on peut rencontrer le plus souvent, c'est que les gens ne vont pas vous laisser poke. C'est-à-dire qu'ils vont juste vouloir engage alors qu'ils vous laissent 10 secondes de poke avant d'engage et le fight est. Enfin, il n'y a même pas de team fight à jouer puisqu'en face, il y a deux personnes qui sont out. Euh, mais vous avez besoin de poke avant de fight. Donc vous n'êtes pas un excellent team fighter une fois que le teamfight est commencé. Vous êtes vraiment fort avant fight. Pendant le fight en lui-même, vous êtes trop W dépendant pour avoir beaucoup d'impact. Vous allez quand même avoir beaucoup de dégâts via le Q-Spell. Vous avez quand même un Poké Love Blade, mais ce n'est pas un DPS constant comme la plupart des autres ADC. Vous êtes plutôt en comparaison, vous ressemblez plus dans le gameplay à un Xerath. Un Xerath qui a quand même beaucoup plus de tools, on va pas se le cacher. Mais dans l'idée, vous ressemblez plus à un Xerath dans la manière de fonctionner. Donc voilà. C'est un champion. Kai'Sa est aussi moyen contre les shields et les heals, surtout s'il y a un peu de front lane, étant donné que les heals, les shields vont juste vont être vont absorber les dégâts de vos W. Donc voilà. Ensuite, Kai'Sa AD, c'est très difficile de jouer sans le R. Elle est vulnérable à la range. Elle a besoin d'espace. Par besoin d'espace, ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin que vos alliés enfin, soit en train de jouer au jeu pour pouvoir rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer tout seul dans un teamfight, vous allez juste vous faire imploser. Du coup, vous avez besoin, par exemple, que votre Wukong go in pour absorber certains sorts, pour vous créer de l'espace, entre guillemets, que vous ayez un Cassanté qui soit en train d'emmerder la backline, enfin, qu'il se passe quelque chose, pas que les 5 ennemis puissent vous turn instantanément dessus gratuitement. Euh, et Kai'Sa aura beaucoup de mal à prendre une tour si elle est défendue. Parce qu'elle a peu de range. C'est le seul moment où on peut vraiment se faire catch avec Kai'Sa si on veut grid pour une tour. Vous allez prendre généralement beaucoup de dégâts pour pas grand chose si elle est défendue. Et ensuite, Kai'Sa hybride. Le réel problème, c'est que ça met beaucoup de temps à scale. Euh, vous, vous auriez un bien meilleur combo 3 items en jouant avec Beoterka par exemple que jouant avec Donashore. Euh, L'itemisation est très chère. Le stuff reste correct à n'importe quel moment de la game, mais votre real spike, ça va être vraiment dès que vous allez avoir le Rabadon. C'est un build qui est très, très situationnel, on va dire, dans le sens où faut une game, on sait qu'elle va durer dans le temps. Parce que votre réel power spike, ce sera 5 items. Euh, c'est mais énormément à scale et en attendant d'avoir vraiment scale, c'est moins fort qu'un build AD, c'est moins fort qu'un build AP, c'est moyen dans tout ce que ça fait, euh, mais au moins il y a pas de réelle faiblesse. Vous pouvez jouer à peu près dans toutes les situations, mais c'est juste long à se mettre en place.
Ensuite, les pires counters de Kai'Sa. Vayne, parce que avec les changements qui s'est passé sur Vayne, le moment où Vayne est le plus fort dans la game, c'est à 3 items. Et généralement, Kai'Sa, le moment où vous commencez à être réellement impactant et vous commencez à devenir un champion, c'est pas le moment où vous êtes le plus fort de la game, mais c'est un moment où vous devenez vraiment utile, c'est à 3 items. Donc, à ce timing-là, Vayne sera plus forte que vous. Elle a une meilleure phase de lane que vous, elle peut vous poke plus facilement, elle va gagner les short trades grâce à son Q-spell Reset auto-attaque, elle va gagner les long trades grâce à son W, donc c'est très difficile de lane contre. C'est elle qui généralement qui va dicter la phase de lane étant donné que c'est elle qui peut décider de vous engage grâce à un Q-spell. Caitlyn, elle va pas vous laisser le temps de scale, ce que vous voulez principalement avec Kai'Sa, vu qu'elle va vous mettre sous tour, prendre des plays gratuitement. Jinx, c'est un peu le mélange de Caitlyn et Vayne, c'est qu'elle va vous mettre beaucoup de pressure en lane. Son E counter votre ultimate parce qu'il peut être stoppé par les pyromachers. Donc ça va être très difficile d'aller chercher l'engage. Elle va pouvoir mettre beaucoup de pressure, aller chercher de la prio de lane, gratter des plates sans que vous puissiez vraiment répondre vu qu'elle peut vous arraser trop facilement. Et en plus de ça, elle aura un très bon teamfight en plus de ça par la suite, ce qui fait que ça rendra de gaper l'impact où vous voulez être le plus fort, que ça va être compliqué. Ensuite, Varus, parce qu'il vous implose en lane, c'est très difficile de lane contre Varus à cause de son attack speed qui est beaucoup trop élevé. Il va juste vous détruire, il va avoir énormément d'impact en plus de ça en teamfight, vous gênez, empêchez votre team de vous créer de l'espace étant donné que son ultimate disrupte trop bien les teamfights. Et Ashe, elle va juste vous empêcher de lane. Vous ne pourrez pas toucher un CS. Elle vous a outrange plus slow. Vous ne pouvez pas toucher un CS de toute la phase de lane. C'est injouable. Si vous jouez contre une bonne Ashe, vous ne pouvez même pas mettre une auto-attaque. Vous ne pouvez pas trade back. Elle peut vous juste donner 100% des CS. Si vous faites une erreur en phase de lane, quand la wave est en train de bounce, elle peut juste vous rundown sur toute la lane et vous tuer gratuitement. Sans se prendre une auto-attaque en réponse. Zilean, il presse E, vous pouvez pas jouer au jeu. Et en plus de ça, Zilean, le moment où vous voulez être proactif avec votre ultimate, bah, il aura son ultimate qui va vous empêcher de prendre des catchs assez facile. Karma, c'est comme Caitlyn, elle va vous bully, vous empêcher de scale. Tous les avantages que vous pourriez avoir éventuellement en essayant de contester la prio avec votre Q-spell pour éviter de limiter le poke que vous allez subir, elle va juste empêcher ça. Lulu un peu pour les mêmes raisons que c'est un peu entre Karma et Zilean dans l'idée, c'est elle peut très facilement vous poke, elle vous gêne avec le slow du Q-spell. Et niveau 6, elle va empêcher de prendre des catchs trop gratuits. Et en plus de ça, Lulu a le W dès que vous allez vouloir engage. Et sa range de W, c'est votre range d'auto-attaque. Donc vous ne pouvez pas éviter le W de Lulu, c'est impossible. Heimerdinger va vous empêcher de lane. Elle va juste prendre votre tour sous vos yeux et vous pourrez rien y faire. Lux va juste vous poke gratuitement, vous empêcher de scale de la même manière qu'un peu Caitlyn ou Karma. Donc très difficile à lane. Ensuite, les pires supports avec Kai'Sa. Tous les supports qui ne sont pas dans cette liste, il faudrait juste rajouter Morgana dans le tas, sont relativement ok avec Kai'Sa, parce qu'ils vont apporter quelque chose pour Kai'Sa. Même, j'ai pas mis les meilleurs supports parce que on les connaît globalement et ça va varier en fonction de vos builds et en fonction des méta et de comment Kai'Sa se joue au jeu. Mais dans l'idée, les pires supports qui, peu importe la saison, peu importe les changements qu'il y aura sur Kai'Sa, peu importe ce qui se passe sur le champion, ce seront toujours les pires supports avec Kai'Sa. C'est Milio parce que enfin Milio sera le pire du pire dans tous les cas. Sa zone, vous n'allez pas réellement en profiter étant donné que votre R et sa zone fait que il va vous mettre la zone, vous allez R, la zone va mettre 4 ans à suivre, du coup vous n'allez pas profiter de la zone de Milio. Il est trop faible en early game, vous allez juste souffrir toute la phase de lane. Xerath a besoin que son ADC mette un peu de pressure, lui créer un peu d'espace pour pouvoir mettre du free poke, aller chercher facilement les prio de lane, qui puisse entre guillemets follow up un peu ses dégâts, que ce soit par exemple Jhin ou Ashe qui peut facilement setup pour le Xerath. Kai'Sa, vous n'allez pas le setup et lui ne pourra pas vous setup non plus. Pareil pour Vel'Koz, pareil pour Brand. Séraphine, un peu même problème que Milio. Ça pourrait setup un peu plus Kai'Sa, mais le problème de Séraphine, c'est que ça met trop de temps à scale, c'est trop lent, va pas vous apporter grand chose en lane.
Senna, un peu les mêmes raisons que pour Seraphine, c'est trop lent, met trop de temps à scale. Enfin, pareil pour Zilean et Sona. Bard peut être ok dans certaines situations, mais la plupart du temps, vous aimez pas trop jouer avec un Bard quand vous jouez Kai'Sa, dans le sens où le moment où vous voulez vraiment commencer à jouer la lane et de jouer agressif la lane, bah, c'est le timing où Bard généralement ne veut plus jouer du tout en lane et va se balader partout sur la map. Du coup, c'est un peu anti-synergique par rapport à ce que veut faire Bard. Euh, Yumi, bah, toujours le même problème que Seraphine, Sona, Zilean, met trop de temps à scale. Vous n'allez pas avoir de lane, vous allez juste subir. C'est très facile à dive. Vous êtes ultra vulnérable au dive parce que vous avez vraiment rien en early. Les champions apportent trop peu l'un envers l'autre en early game, ce qui fait que la lane est injouable. Et bah, Braun, j'en ai déjà parlé avec Vel'Koz et Xerath. Et Morgana, c'est dans le même cas que ces autres champions-là. Elle apporte trop peu en early game. Ça devient intradable en lane. Vous allez juste subir la lane, étant donné que vous facilitez pas l'exercice à Kai'Sa de mettre des dégâts, de pouvoir se mettre en place. Ensuite, du coup, comment jouer la phase de lane avec Kai'Sa? Là, ça va être un plan de jeu généralement assez générique, peu importe le build que vous jouez. Utilisez la force de push de Kai'Sa pour prendre le level 2. C'est généralement très facile grâce au Q vous pouvez très facilement prendre les 3 premiers mêlés et après vous pouvez essayer d'utiliser cette pression de lane pour facilement aller chercher le niveau 2. C'est le seul timing où globalement c'est difficile d'abuser une Kai'Sa. Le seul champion où vous ne pourrez jamais faire ça si c'est à peu près un être humain, ça va être contre Ashe parce qu'elle va juste vous zoner complètement de la wave et vous slow, et si vous vous extendez, bah juste elle va vous ghostin et vous allez juste mourir. Donc à éviter. Mais généralement, on va essayer d'aller chercher le push pour prendre le niveau 2. Surtout que généralement avec les champions qui perdent bien avec Kai'Sa, on va dire par exemple que ce soit les quelques enchanteurs qui restent comme Lulu, Karma, qui vont soit aider à prendre le push facilement, qui vont pouvoir mettre du poke, soit par exemple un Nautilus, où vous allez chercher facilement un kill niveau 2. Donc essayez d'aller chercher ce push là. Si vous avez réussi de prendre ce push pour le niveau 2, vous allez essayer de back après la troisième wave en faisant slow push, le cheater recall classique, pour acheter un kill. Mais ça, généralement, je dis qu'en solo queue, c'est du troll, ce qui est généralement le cas. Pour Kai'Sa, c'est fine dans le sens où le kill va être nécessaire pour la suite. Ça permet d'avoir le breed du Q plus rapidement avec les builds Kraken et les builds Kraken Ginsu, ça permet d'avoir le breed du Q plus rapidement dans la game. Du coup, c'est très important de l'avoir. Ça va aussi accélérer votre spike parce que vous voulez, quoi qu'il arrive, aller chercher un troisième item sur Kai'Sa. Du moins, au moins, quoi qu'il arrive, avoir votre deuxième item. Généralement, vous allez finir votre cull sur le build de Kraken Ginzu quand vous allez pour finir la Ginzu. Donc, ce sera un très bon timing pour le finir. Ça va bien vous accélérer, ce qui est très fort avec Kai'Sa. Ensuite, c'est essayer de préserver vos HP. Une fois que ce moment de la lane est passé, il faut essayer de préserver vos HP pour pouvoir punir les erreurs ennemies, que ce soit parce que votre support a vu une bonne occasion de hook, parce que le support en face perd un peu patience et s'est mispose et du coup vous allez plus prendre un free trade. Mais entre guillemets, vous voulez conserver un maximum d'HP pour rester en ligne le plus longtemps possible, ne pas miss d'XP, ne pas miss de CS. Généralement, il faut attendre que votre support ou votre jungle joue au jeu pour pouvoir jouer au jeu aussi. Euh, Vu que, comme je vous disais, vous avez beaucoup de dégâts, mais il faut pouvoir les placer. Level 6, c'est le moment où vous pouvez jouer agressif, c'est-à-dire que si vous voyez que le support en face est en roaming, vous pouvez très facilement aller chercher une agression grâce à votre ultimate, aller chercher un all-in, ou même punir si le support en face est parti warder, vraiment aller chercher une agression sur l'ADC en face, qui est mispose par exemple. C'est très facile à exécuter dès que vous êtes niveau 6. Ne pas hésiter si vous avez la prio à regarder pour des roam mid si vous avez le temps, étant donné que votre ulti est très fort, surtout si par exemple vous avez un champion à setup comme par exemple une Lissandra, un Malzar, même une Syndra qui va juste mettre un E où vous allez pouvoir ulti facilement et du coup aller chercher un kill très facile. Euh, et ensuite, vous avez le meilleur late game du jeu, c'est tout ce que j'ai à dire. Soyez patient, ne pas essayer de forcer.
votre but c'est vraiment d'atteindre les 3 items. C'est la win condition de Kai'Sa généralement, donc faut être assez patient, faut pas vouloir forcer. C'est pas comme par exemple un champion comme Kalista qui est obligé d'avoir un lead, Draven qui est obligé d'avoir un lead où vous devez jouer agressif, vous devez essayer de forcer. Kai'Sa, c'est vraiment tranquille. Votre objectif, c'est juste de farm, de moins mourir possible, de récupérer un maximum d'XP et de farm. C'est tout ce que vous devez faire. À 3 items, vous serez tout, quoi qu'il arrive, excessivement fort. Généralement, vous allez pouvoir récupérer des kills assez gratuitement dès que vous allez avoir le upgrade de Q, donc ça sert à rien non plus de forcer avant ça. Donc soyez patient. Et là, un exemple où justement, j'avais essayé de Crash 3, malheureusement j'ai pas réussi parce que Manami était parti warder assez deep. Mais au final, le fait que j'avais un minimum de pression et que j'avais la lane à mon avantage, je me suis positionné directement, j'ai pu DPS et punir très facilement les erreurs. J'ai value, en fait, ce flash, le flash du début, c'est vraiment, la première chose que je fais, c'est que je value mes HP, je recule juste et après je kite gratuitement, je me mets à chaque fois le plus loin possible de Caitlyn pour pouvoir taper le Nautilus tout en restant en range du Nautilus et taper. Et après j'ai juste un double kill tranquille grâce au Lethal Tempo. Alors, autre tips sur Kai'Sa, on approche de la fin. Hors catch, être patient sur l'ultimate. Lors des teamfights, vous voulez pas ulti sur le premier spell dès que vous pouvez. Faut généralement attendre un peu plus que les CD ennemis soient partis, surtout les gros cooldowns. Si par exemple ils ont des Syndra, des Vi, des trucs comme ça, ne pas être impatient et du coup se commit et du coup se faire one shot parce que vous avez presser et qu'ils n'avaient pas utilisé ces CD importants. Euh, le R permet de hit à 100% le W en castant le W pendant le R. C'est-à-dire que si vous faites un RW et que le R vous ciblez vraiment au pied de l'adversaire, le W ne peut pas miss. Euh, Vu que le W va partir quasiment au moment où vous arrivez, et du coup vous ne pouvez pas miss le W, donc c'est très utile sur Kai'Sa hybride ou Kai'Sa AP. Peut être utile aussi en général en phase de lane si jamais il faut vraiment finish une target. Le R est un reset d'auto-attaque, donc dans les moments clutch où vous voulez burst rapidement par exemple parce que vous voyez que le reste de l'équipe ennemie arrive, vous pouvez facilement utiliser le R pour reset auto-attaque ou pour les clutch sous tour. euh, voilà. Dans les match-up range, ne pas hésiter à rush les bots en premier, hors Kai'Sa AP bien sûr. Surtout si vous avez Lethal Tempo. Les bots rang 2 sont très fortes avec Kai'Sa étant donné que vous avez des dégâts bonus sur les auto-attaques via votre passif. Si vous allez chercher des procs passifs, vous allez aussi gagner énormément de dégâts. Les bots vont vous permettre de lane plus facilement, notamment contre Caitlyn. Ezreal, ça va vous permettre de le chase assez facilement. Contre Ashe, c'est obligatoire si vous voulez avoir un espoir de jouer un minimum votre lane sans la subir complètement. Contre Xayah, ça peut être pas trop mal pour pouvoir se repositionner en fonction des plumes. Ça va juste permettre d'en gros d'être un peu plus agressif sur les erreurs ennemies. Donc voilà. Ensuite, ne pas hésiter à trap en lane et aussi en mid-late game. C'est-à-dire que vous êtes un semi-assassin. Ne pas hésiter par exemple à fake back, attendre dans un buisson sur votre lane pour aller chercher des kills facilement. Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de dégâts. Le problème c'est que vous ne pouvez rarement les placer si la botlane ennemie joue bien au jeu. Et ça n'est pas de votre ressort. C'est que Kai'Sa ne peut pas gagner. Techniquement sur le papier ne peut pas gagner. Ça va juste dépendre de comment joue bien l'adversaire ou non. Donc si vous pouvez vous faciliter des scénarios où vous pouvez vous attendre dans un push pour justement punir une erreur et du coup vous mettre dans une situation où vous pouvez facilement mettre vos dégâts, vous allez gagner la plupart du temps. Euh, et en late game, dès que vous avez le upgrade de Q, vous pouvez très facilement assassiner l'ADC en face, par exemple, le support si c'est une Lulu, un truc, quelque chose comme ça. Attention en utilisant le Q pendant le R, si votre objectif c'était de Q mono-cible après enfin, avec votre R, par exemple une target squishy, il ne faut faire attention de ne pas Q trop tôt. Parce que le Q spell de Kai'Sa peut être activé euh, pendant le travel time de l'ultimate, et du coup, s'il y avait une cible au début de votre ultimate, vous allez juste ulti au début et vous n'allez pas avoir de Q à l'arrivée. Et par exemple, la cible que vous vouliez burst, bah, n'aura
vous ne prendra aucun dégât de Q-spell. Ça peut être aussi utile, par exemple, si vous voulez toucher une cible mid-air, entre guillemets, pour l'execute, c'est très compliqué à exécuter. Je ne le conseille pas, ça va être un play assez inconstant. C'est toujours un facteur clutch que vous pouvez mettre en place. Mais voilà, c'est que vous pouvez, à n'importe quel moment de l'ultimate, vous pouvez utiliser votre Q. Donc si vous voulez vraiment burst une cible, utilisez le Q à l'arrivée. Généralement, mettez une auto-attaque avant, parce que le Q va vous empêcher de mettre une auto-attaque. Donc vous utilisez votre R, vous mettez auto-Q pour assurer un burst sur la cible que vous vouliez à la base, initialement. Attention, le R de Kai'Sa peut être interrompu. Comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Jinx, si vous faites un R et que vous passez dans des pyromacheurs de Jinx, vous allez cancel. Le E Syndra peut vous cancel. Le W de Poppy vous empêche de R. Tout ce qui peut stopper les dashs va stopper l'ulti Kai'Sa. Elle n'est pas unstoppable pendant son ultimate. C'est généralement il y a généralement peu de chances que vous fassiez stopper parce que l'ulti est quasiment instant, impossible à réagir. Mais si par exemple, comme je disais, le E de Jinx par exemple, vous le voyez, si c'est vous qui décidez d'utiliser votre ultimate alors qu'il y a le E de Jinx au sol, c'est votre faute. Pareil pour le Z de Poppy. Mais par contre, si vous prenez un E de Syndra en mid-air, c'est pas trop votre faute, mais il faut toujours prendre ça en compte que vous pouvez potentiellement vous faire cancel, donc faites attention à ça. C'est généralement assez unlucky, je compte même pas le nombre de trash random que j'ai pris au milieu de mon ultimate, mais complètement aléatoire, où on perd le teamfight là-dessus parce que je prends un random hook sorti de nulle part pendant mon ulti. Ça arrive, donc voilà. Ensuite, je conseille la plupart du temps sur Kai'Sa de jouer Cleanse ou Ghost. Le Ghost, ça va permettre de... En fait, soit... Pourquoi Ghost à la place d'Exhaust? Le Ghost va vous permettre d'éviter les ganks, va vous permettre de jouer un peu plus agressif, va vous assurer de meilleurs teamfights. Le but de Kai'Sa en phase de lane, c'est surtout de survivre la lane, atteindre son niveau 6, atteindre ses 3 items, aller chercher le upgrade de Q. Donc le Ghost est un meilleur outil défensif, que ce soit pour éviter les ganks, pour leave au cas où s'il y a besoin. Et ça permet aussi de jouer un peu plus agressif en utilisant, en permettant de chase, d'aller chercher des longs trades avec un lethal tempo. Même avec Hell of Blade, c'est pas trop mal pour assurer des kills. Et généralement, les match-ups où on veut jouer Exhaust, ce ne sont pas des mauvais match-ups. On peut penser à Tristana, à Draven. Tristana, si par exemple vous jouez bien sur votre range et vous jouez bien le spacing, elle va être obligée de dash in, elle va se mettre en isolé, vous aurez un free W quand elle va W elle-même, parce que c'est facile d'anticiper là où elle va arriver, elle peut pas dodge. Du coup, vous pourrez très facilement la burst et du coup prendre l'ascendant directement sur elle. Draven, de toute façon, si vous jouez Exhaust ou non, il joue soit clean, soit il joue Exhaust, et vous allez quand même perdre quoi qu'il arrive. Ce ne sera pas vous qui allez décider le match-up, entre guillemets. Ou la plupart du temps, ça va être mieux de jouer cleans s'il y a beaucoup de CC, s'il y a des Lissandra, s'il y a H en face de vous, un Varus. Parce que pour pouvoir, soit en teamfight, cleans E, cleans ulti, pouvoir vous repositionner, ça va être vraiment très important. Le seul match-up où j'ai tendance à prendre une exhaust quand même avec Kai'Sa, ça va être Kalista et c'est le seul match-up. Ensuite, en teamfight, décisif, c'est-à-dire que la game est complètement even, que ce soit even en kill, even en gold, even en objectif. Quand le teamfight va quasiment décider de l'issue de la game, par exemple, parce que soit il va y avoir un énorme lead pris d'une équipe ou de l'autre, par exemple même une soul, quelque chose comme ça, où ça va un peu décider la game. Dans ce genre de teamfight là, il faut plus value le R que le flash. C'est-à-dire que si il y a par exemple il y a un Jarvan qui vous préfère, préférez à flash le R de Jarvan plutôt que d'en sortir avec l'ultimate. L'ultimate dans ce teamfight aura plus de value. Soit pour soit pour aller finir les kills après le fight et du coup permettre une prise d'objectif plus simple, voire même de finir la game. Soit ça vous permettre d'utiliser le shield pour vous subir des dégâts. Ça vous permet d'avoir un meilleur accès à d'autres cibles. Donc dans ce genre de situation là, par exemple, s'il y a un ulti Jarvan, s'il y a un
un skill shot apportant à dodge, il faut mieux utiliser son flash plutôt que son ultimate. Par exemple, rouleur dans son BO contre Katie, quand ils avaient clutch en 2v4 au Baron, a préféré d'abord utiliser son flash alors qu'il pouvait très bien dodge avec son R, le E de Syndra, a préféré flash le E de Syndra, puis DPS et après utiliser son ultimate dans un moment plus important pour jouer de manière plus agressive. Donc voilà. C'est juste que le R faut le considérer comme un flash, mais un flash qui a une range complètement aberrante avec un shield dessus. Donc l'ultimate a beaucoup de value de ce côté-là. Ensuite, un exemple d'un teamfight de Kai'Sa que j'ai trouvé excessivement bien exécuté. C'est Aiming qui avait fait un build hybride contre LNG. Il a complètement 1v9 le fight là. Le fight est excessivement bien exécuté. Là, on voit, il va chercher du poke. Il essaie de juste aller chercher du poke sur les cibles importantes. Il se positionne de sorte à juste être en range de follow-up si jamais, grâce au E si jamais il y a un hook. Il joue slow. S'il y a une cible qui s'isole comme ça, comme le Azir qui était le principal carry dans ce fight là, il n'hésite pas à aller se commit dessus. L'utilisation de la cleanse pour se repositionner par la suite et clean up le fight. La game là-dessus, sur ce teamfight là est gagnée et Hemming l'a joué parfaitement. On voit que c'est celui qui a fait le plus de dégâts de ce fight là. Il a complètement clutch, c'est lui qui a solo kill le Azir parce que c'est lui, les dégâts qu'avait pris Azir initialement c'était juste des W de Kai'Sa. Et ensuite il a pu le finish up grâce à son ultimate et en continuant sur lui. Donc, voilà. C'est un exemple de généralement, en plus c'est un bon exemple parce que quand vous jouez AP, vous voulez vraiment rester derrière sans vous commit après comme il l'a fait, mais vraiment jouer juste sur votre poke en restant quand même en range de vos alliés comme il l'a fait. Si vous jouez AD, de toute façon c'est toujours le même positionnement, c'est juste qu'une fois que le fight a commencé, il va falloir être encore plus incisif et continuer en full ligne plutôt que reculer un peu. C'est un peu l'entre-deux de comment vous devez jouer les teamfights, donc je trouvais intéressant à voir. Et ensuite, normalement, c'est fini. J'ai le diapo des questions, enfin la slide des questions. Voilà. Du coup, il n'y a pas de questions vu que j'ai dû re-record cette vidéo vu que j'avais un problème d'enregistrement. La question qu'il m'avait posée, c'était il y a, y a un build actuellement qui ressort où ils font Draktar en premier item, puis full AP. Même en skippant le glaive d'ombre, je n'aime toujours pas ce build là, étant donné que pourquoi ne pas juste faire Manamune du coup qui coûterait moins cher. Juste la Manamune seule vous permet d'avoir une upgrade de Q, donc toujours plus de value que Draktar. Et comme on l'a vu, le ratio AD est plus important. C'est toujours acheter de la létalité qui n'a pas de gold value pour Kai'Sa. Il y a certes les dégâts augmentés sur, en fait, ça va augmenter les dégâts passifs via le passif de Draktar. Mais encore une fois, si vous faites plus de dégâts initialement, parce que quand on parle, par exemple, si on reprend les chiffres, si on reprend les chiffres ici, on rajoute par exemple les 40 dégâts du proc Manamune. On rajoute le fait que la Manamune, c'est surtout si vous faites par exemple un Liandry en 2, du coup vous allez avoir de la value, de l'AD en supplémentaire via le Liandry et via le passif de la Manamune. On parle de 40 AP supplémentaires, 40 AD supplémentaires, donc ça fait un total, je vais prendre même la calculette pour vous faire plaisir. Alors, 130, je fais n'importe quoi, 1.3 fois 40, merde, ça fait n'importe quoi, 1.3 fois 40, on gagne 52 de dégâts, plus 52 dégâts, plus une quarantaine de dégâts du passif de la Manamune, ce qui fait que vous allez gagner beaucoup plus de dégâts au départ, et du coup c'est faut rajouter ces 100 dégâts, vous rajoutez supplémentaires sur un W,
C'est en plus de ça, sur le projet, vu que vous allez le faire deux fois, vu qu'il en faut deux pour POC passif, donc on va faire juste les calculs vite fait. Comme ça, vous comprenez bien et au moins j'aurais bien fait mon taf. C'est, on va faire plus 40 de la Manamune, donc 92. On va faire x2 parce qu'il faut deux POC W pour faire POC le passif. Par exemple, si vous jouez AP, c'est 104 qu'on va faire fois 0.15, ce qui est plus si vous avez de la paix bien sûr, mais dans l'idée, voilà, c'est c'est bien ça. Oui, c'est vous regagnez, tu vois, entre guillemets, les dégâts, c'est les dégâts perdus après par la suite. Donc est-ce que ça a compensé? Surtout que le passif de la Draktar ne proc qu'à partir de 60% HP, vous allez commencer à avoir des dégâts supplémentaires. Euh, et c'est un pourcentage de dégâts qui va être très très faible au départ. Donc pas si intéressant, surtout que votre premier W généralement va pas vous faire descendre en dessous des 60%. Donc vous gagnez pas tant de dégâts que ça. Du coup c'est pas rentable. Faut mieux partir à la limite Manamune, faire l'ancien build classique qui était Manamune, Luden. Maintenant je conseille vraiment le Liandry pour avoir la CDR vu qu'ils ont nerf le refund, euh, le refund de l'AP. Enfin le refund quand vous touchez une cible, euh, quand vous avez l'augment du W, ce qui fait que vous avez besoin d'un peu plus de CDR pour pouvoir jouer un peu plus sur avoir joué un peu plus de loin, être sûr de pouvoir être off-screen et pouvoir faire des procs passifs, ce sera beaucoup plus constant. Surtout qu'au final, là, il y aura une augmentation des dégâts en fonction des HP max de la cible et il y a beaucoup de champions qui build des HP, surtout avec les builds Shojin un peu partout maintenant. euh, donc voilà, sera plus constant. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette masterclass vous aura plu. J'espère que vous comprenez mieux comment il faut optimiser Kai'Sa. Vous comprenez mieux les chiffres parce que c'est des choses que peu de gens comprennent. Surtout ces lignes ici de ratio ici qui, qui sont très incomprises. La ligne du W aussi, je vous promets que c'est plus rentable au final d'avoir une Manamune en termes de dégâts purs que d'avoir par exemple un Rabadon. Et après, il faut juste de la pénétration. C'est pour ça que ici, je n'achète pas tant d'AP que ça. Je veux juste maximiser les dégâts sur le W et ensuite aller sur de la pénétration et c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée à vous. Au revoir.